Bonjour Emmanuel Combes. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, professeur affilié à ESCP Europe et vice-président de l'autorité de la concurrence. On va parler du sujet du protectionnisme ensemble et sur ce sujet, vous invitez à réécouter, à reconsulter ce que disait Jean Jaurès il y a une centaine d'années. Alors, première question, que disait Jean Jaurès à ce Alors, sujet ? le propos de Jaurès n'était pas un propos général sur le protectionnisme, mais je trouve qu'il est intéressant. Il envoie un clin d'œil riche d'enseignements économiques. Il nous dit quoi? Il débattait à l'époque du tarif Méline, vous savez, ce fameux tarif qui avait été mis en œuvre en 1892 et qui était présenté comme un tarif qui allait par définition défendre, eh bien, finalement, l'ouvrier, le travailleur. Et il vous dit, mais à y regarder de plus près, qui est le véritable gagnant in fine du protectionnisme? C'est le producteur. Le producteur. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que le propos de Jean Jaurès rejoint en réalité le discours de la majorité des économistes, du mainstream. On a bien entendu des économistes qui critiquent cette pensée dominante. À titre personnel, je pense que la pensée dominante, si elle domine depuis 2 siècles, c'est qu'il y a peut-être aussi une raison, c'est qu'elle a peut-être aussi un fondement. Eh bien, Jean Jaurès retrouve dans son discours, au fond, ce que disent les économistes depuis fort longtemps. Attention, le vrai gagnant du protectionnisme n'est pas celui que l'on croit. Et aujourd'hui, 100 ans après Jean Jaurès, dans une économie mondialisée, ouverte, c'est toujours aussi pertinent, ces leçons sont toujours d'actualité. Et vous savez, on aime bien critiquer l'économie en nous expliquant que l'économie, les lois de l'économie sont datées. Alors on nous explique que Ricardo, ça pouvait marcher au 19e siècle et que Ricardo n'existerait plus aujourd'hui parce que la mondialisation aurait changé. Mais vous savez, les lois économiques, me semble-t-il, elles sont toujours les mêmes. Reprenons, si vous le voulez bien, un petit peu le mécanisme du protectionnisme. Vous décidez de vous protéger, vous allez mettre un droit de douane. Prenons un exemple très concret. Barack Obama décide en 2009 de se protéger contre les pneus chinois. Tout le monde crie au génie en disant « mais extraordinaire, il va protéger l'emploi industriel dans les pneus aux États-Unis ». En effet, grâce au protectionnisme, il a sauvé 1200 emplois dans l'industrie pneumatique. Oui, sauf que le prix des pneus a augmenté. C'est même le but. Lorsque vous vous protégez, vous faites monter les prix. Donc les consommateurs américains ont payé les prix plus chers. On estime que leur perte de pouvoir d'achat est de l'ordre de 1 milliard. Alors vous allez dire, mais certes, on a gagné de l'emploi. De l'autre côté, ça coûte 1 milliard aux consommateurs. Finalement, c'est un choix politique. On privilégie les travailleurs face aux consommateurs. Mais ce n'est pas ça le bon raisonnement économique. Le bon raisonnement économique, c'est ça me coûte 1 milliard d'euros chaque année et je sauve 1200 emplois chaque année. Donc ça veut dire qu'un emploi sauvé me coûte chaque année la modeste somme de 900 000 $. Soyons cyniques. 900 000 $, cela fait 75 000 $ par mois. Soyons cyniques, imaginez que nous n'ayons pas mis en place de protectionnisme. Ces 1200 ouvriers auraient donc été au chômage. Vous auriez pu leur donner une indemnité chômage de 75 000 $ par mois, cela aurait eu exactement le même effet. Donc le débat n'est pas de savoir si le protectionnisme sauve des emplois, ça n'est pas un bon débat économique. Le vrai débat économique, c'est à quel coût pour la société je sauve des emplois. Eh bien, aujourd'hui, comme hier, le protectionnisme n'est pas une bonne réponse au problème de l'emploi. Au fond, quel est le véritable gagnant? C'est bien sûr le producteur de pneumatiques américain qui est extrêmement content d'être protégé du pneumatique chinois. Le consommateur américain a perdu. Les travailleurs qui travaillent dans le pneumatique sont certes très contents d'avoir conservé leur emploi, mais oui, mais si le prix des pneus augmente, les consommateurs ont moins de pouvoir d'achat. Ils vont donc acheter moins dans d'autres secteurs, ce qui va détruire des emplois dans d'autres secteurs. Nous avons une étude très intéressante faite par 2 économistes qui ont calculé les emplois sauvés dans les pneumatiques et les emplois perdus dans d'autres secteurs. Et ils estiment que le bilan net global est une perte d'emploi de 3 000 emplois. Mais alors, comment on fait? Quelle est la politique qui permet de faire gagner le consommateur? Mais le but n'est pas de faire gagner le consommateur. Ce que je montre dans mon raisonnement, c'est qu'en réalité, il y a 2 perdants protectionnistes, le consommateur et le travailleur. Car il y a certes celui qui conserve son emploi grâce au protectionnisme, mais attention, n'oublions pas tous les emplois détruits dans les autres secteurs. Car si vous êtes moins riche, ce que vous payez en plus pour votre pneu, vous ne le consommez pas dans l'alimentation, vous ne le consommez pas dans le loisir. Vous savez, la science économique, c'est tout sauf la science du simple. En économie, vous avez le visible et vous avez l'invisible. Vous avez les 1200 emplois que Obama a sauvegardés dans les pneumatiques et vous avez tous ces emplois qui ont été détruits, mais dont personne n'a conscience. Donc, mon argument n'est absolument pas de dire que le protectionnisme est mauvais pour le consommateur. Sinon, on me dirait, mais cher monsieur, vous êtes du côté des consommateurs, moi je suis du côté de l'emploi.
Non, ce que je montre, c'est que ça n'est pas, non seulement ça n'est pas un bon calcul pour le consommateur, ça n'est pas non plus un bon calcul pour l'emploi. Le seul gagnant du protectionnisme, à la fin, c'est le producteur. Alors comment expliquer que ce sujet du protectionnisme soit aussi présent, revienne avec d'autant de force sur la table? Et vous savez, toujours pour la même raison, la science économique est une science qui est assez complexe. Ce que vous voyez, ce qui est à court terme, en effet, vous sauvez des emplois à court terme. Mais d'abord, vous ne préparez pas l'avenir. En quoi le protectionnisme, en quoi se protéger, prépare l'avenir? Soit, de deux choses l'une, votre secteur est en déclin et vous n'avez qu'une chose à faire, c'est vous protéger temporairement pour changer de secteur. C'est ce qu'on appelle l'argument de l'industrie en déclin, ce qu'ont fait les Japonais. Mais attention, ce protectionnisme-là est temporaire. Il vise bien à se désengager d'un secteur pour aller ailleurs. Soit vous vous protégez parce que vous voulez rentrer dans une activité économique. Mais même chose, c'est un protectionnisme temporaire. Le protectionnisme ne peut pas être une solution de long terme. Or, on voit bien, la tentation du politique, c'est de faire du protectionnisme non pas pour gérer les transitions. Oui, je ne suis pas opposé au protectionnisme. Le protectionnisme, c'est un très bon argument, un très bon outil pour favoriser la fluidité entre les secteurs. J'ai un secteur qui décline, je me protège, je reconvertis les travailleurs que je vais affecter à de nouveaux secteurs en essor. Mais ce n'est pas ce que l'on fait. Regardez en France, ça fait 40 ans que nous parlons du déclin de la sidérurgie. Et nous n'en sommes toujours pas sortis. Donc, vous voyez, le protectionnisme est sur le papier un argument qui s'entend. Mais c'est une solution temporaire. Temporaire. Mais vous savez, en économie et surtout en politique, le temporaire a fortement tendance à devenir du durable. Je me protège. Or, comme je suis protégé, je n'ai aucune incitation à être productif, à m'améliorer, puisque je suis protégé. Et donc, après avoir demandé de la protection 2 ans, 5 ans, je vais en redemander ad vitam aeternam. On rentre dans une spirale, en quelque sorte. Mais je vous invite à regarder ce qui s'est passé au Brésil. Le Brésil a protégé son industrie automobile dans les années 30. 1930, cher monsieur. Nous sommes en 2016, nous attendons toujours l'essor de l'industrie automobile brésilienne. Alors ça peut marcher, le protectionnisme éducateur. C'est ce qu'ont fait les Japonais. Mais on oublie de raconter la véritable histoire du protectionnisme japonais. Et qu'il me soit permis en quelques minutes, enfin très rapidement, d'en dire 2 mots. On nous dit, regardez les Japonais, ils se protègent, donc le protectionnisme, ça marche. Oui, ils se protègent, mais ils mettent de la concurrence sur le marché domestique. On oublie de dire qu'au Japon, vous avez 7 constructeurs automobiles différents. Connaissez-vous un grand pays développé qui a 7 constructeurs automobiles? Donc le protectionnisme naissant, éducateur, ça marche à condition de mettre, je dirais, de la concurrence, de mettre des garde-fous. Sinon, ça n'est absolument pas un instrument de long terme. Puis si vous voulez, le protectionnisme, au fond, c'est quoi le message qui est derrière? Implicite. Il faut dire les choses. Et là, je sors un petit peu du discours économique. C'est un discours politique. Défensif. C'est l'argument du faible. C'est l'argument de celui qui n'a d'autre argument que de dire je ne suis pas capable d'exporter suffisamment, donc je vais importer moins. Mais l'ambition d'un pays, cher monsieur, ça n'est pas d'importer moins, c'est d'exporter plus. Donc au fond, la vraie politique, ça n'est pas le protectionnisme, c'est qu'ai-je fait pour éduquer la population? Est-ce que je fais assez de recherche-développement? Est-ce que je mise sur la compétitivité par la qualité? La France, le déficit commercial de la France, il ne vient pas d'abord des importations chinoises. Il vient des exportations qui restent faibles. Et surtout, connaissez-vous le premier déficit de la France? Ce n'est pas avec la Chine. Le déficit commercial avec la Chine, c'est 23 milliards d'euros. Le premier déficit commercial de la France, c'est avec la zone euro, moins 40 milliards. Revenons à notre sujet. Vous faites quoi face à ça? Vous sortez de l'Europe et vous revenez à... Donc, vous voyez, en plus, le protectionnisme n'est pas pertinent par rapport à notre problème. Se protéger de la Chine, ça résoudrait au mieux la moitié de notre problème, premièrement. Donc, vous voyez, le protectionnisme ne peut même pas être une solution générale, sauf, et j'espère qu'aucun homme politique ne le souhaite, à vouloir sortir de l'Europe et revenir à des frontières nationales. Mais je voudrais insister, si vous voulez, sur un autre point. Non seulement le protectionnisme, ça n'est pas un instrument de long terme, mais je pense que c'est un instrument encore moins pertinent en 2016 qu'il y a un siècle. Parce que le monde a changé. Il a changé au moins de 2 manières. D'abord, nous avons aujourd'hui des géants dans le commerce mondial. J'ai nommé la Chine. Se protéger vis-à-vis de la Chine, est-ce bien sérieux? Vous pensez que si la France ou l'Europe se protège dans l'acier, par exemple, puisque c'est un débat en cours, vis-à-vis de la Chine va rester les bras ballants? La Chine va s'engager dans des représailles. Or, les partisans du protectionnisme oublient toujours cet argument. Ils font comme si leur politique n'allait pas être suivie par des guerres commerciales. Si je me protège, la meilleure réponse de mes partenaires, c'est de se protéger. Or, regardons les faits.
La France est le 6e partenaire commercial. Enfin, pour la France, la Chine est son 6e partenaire commercial. La France ne figure même pas dans les 20 premiers partenaires commerciaux de la Chine. En clair, c'est une guerre asymétrique. Est-il bien malin de vouloir faire la guerre face à des géants? Je pense que l'ambition de la France n'est pas d'importer moins de t-shirts chinois, c'est d'exporter plus d'Airbus, plus de produits de luxe, plus de produits de terroir vers la Chine. Or ça ne dépend pas de la Chine, ça dépend de nous-mêmes. Qu'avons-nous fait pour former les travailleurs? Qu'avons-nous fait pour miser sur la qualité? Qu'avons-nous fait pour miser sur l'innovation? Notre problème, ce n'est pas le protectionnisme, ce n'est pas la concurrence déloyale. Notre problème, il est en nous-mêmes. Donc, pas de protectionnisme, même si on lui accole le mot d'intelligent. C'est une erreur, pour reprendre le titre d'une note que vous aviez publiée il y a quelque temps. Merci Emmanuel Combe de ce panorama très complet sur cette question du protectionnisme. Merci à vous. Un sujet qui risque de porter dans les prochains mois et années. Merci beaucoup.